Très chers amis de la philosophie et de l'art, une nouvelle fois bonjour. J'avais entrepris, depuis la dernière fois, heu, des petites conversations, comme dirait Montaigne, à seaux et à gambade, un petit peu à travers, ma propre pensée, d'un homme qui a déjà, accumulé une petite expérience, de la pensée, de la vie, de l'art, et cetera. Je vous convie à réagir à ces propos et à me donner des idées comment continuer. En attendant, je voudrais, continuer la réflexion précédente sur, le conatus. J'avais affirmé que, chez les jurisconsultes du droit naturel, il y avait un conatus en latin qui veut dire une puissance de persévérer dans son être, ce qui me fait exister et qui ne me fait pas dépérir, ce qui me protège en fait, naturellement ou politiquement pour ne pas disparaître. C'est ce qu'on appelle le conatus chez les Romains et ça conditionne l'idée que je vous avais dit, l'idée de nature. Alors nous avons une conception de la nature qui est, simplifiée et complètement déviée de ce dont je parle maintenant, qui est plus ancien. Notre conception date du XXe siècle, elle avait commencé par l'ozone qui était, selon Bachelard, Gaston Bachelard, qui était, une entité électrique un peu magique, au début du XIXe siècle, est devenue une zone protectrice et on a parlé finalement de la nature qu'à travers la couche d'ozone qui nous protégeait et qui avait un trou et qui pouvait justement nous menacer de ce fait-là. Après, on a parlé du plastique, et cetera, et maintenant on parle de CO2, c'est-à-dire du carbone, et toute cette conversation, sur la nature nous empêche de parler de ce que les Romains appelaient l'état de nature. C'est-à-dire, ce qui, dans la nature, c'est-à-dire avant la société, curieusement, c'est ça l'idée, avant la société, qu'est-ce qui faisait qu'on avait des droits? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Jusqu'où on pouvait aller avec nos droits? Avant même que la société n'existe, avant même que les lois n'aient été promulguées, avant que les constitutions ne se soient constituées. Et c'est ça les Romains, qui étaient les juristes par excellence de la civilisation occidentale, ont pensé un état de nature avant la loi elle-même. C'est quand même assez extraordinaire. Et alors justement, je voulais conduire cette pensée un peu plus loin. Derrière notre conception un petit peu simplifiée de la nature et un petit peu déviée, quelle est l'idée d'état de nature, avant la loi sociale et politique? Et donc ça me paraît être une pensée fondamentale et fondatrice, parce que justement elle conditionne beaucoup de choses. Elle a été régénérée, justement au XVIIIe siècle, qui est notre siècle des Lumières. Elle a été régénérée, mais avant déjà par la pensée de Hobbes et à la suite par la pensée de Rousseau. Là-dessus, s'est construit le socialisme, le communisme sur, l'idée de Rousseau, et d'un autre côté, sur l'idée de Hobbes s'est constituée toute la dictature, le fascisme, enfin bref. Ce sont les 2 voies, et ce qu'il s'agit de comprendre maintenant clairement, c'est une vision de l'homme qui a conditionné ces 2 bifurcations, au XVIIe, XVIIIe siècle. Une vision de l'homme avant la nature, dans l'état de nature. Un homme dans l'état de nature, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a comme droit? C'est justement la suite de cette pensée romaine, je ne sais pas, 17 siècles plus tard, qui a été reprise par l'Occident. Un homme dans l'état de nature, qu'est-ce qu'il a comme droit? Alors Hobbes, qui est, le penseur, fondateur de ce qu'on appelait maintenant, de ce qu'on appelle encore la dictature, le fascisme, et il disait la chose suivante: «L'homme est mauvais, par nature». C'est-à-dire, il va donc jusqu'à ce qu'il peut aller. Il peut exterminer son voisin pour lui prendre ses biens, il peut faire il n'y a pas de limite. La seule limite qu'il a, c'est sa propre force, et sa propre force peut rencontrer la force d'autrui qui peut le nier et qui peut le tuer par la même occasion également. Donc en fait,
avant le corps social, avant le corps politique, dans l'état de nature, dans les droits naturels, eh bien, c'est, la loi de tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire l'homme, va jusqu'à ce qu'il trouve un autre homme qui lui donne des limites. Évidemment, disait Hobbes, dans ce corps social, qui va se constituer, eh bien, il n'y a pas de place, pour la paix. Il n'y a pas de place pour la paix. Il y a un seul recours, c'est de transmettre sa puissance de nuire, son droit naturel de nuire et de le transmettre à un pouvoir, à un souverain. Ce qu'il appelle un souverain, ça peut être un roi, un groupement de gens, une oligarchie, ça peut être un groupement politique qui utilise alors l'ensemble des forces coercitives de chaque individu, la puissance, le conatus de chaque individu, et donc totalisé dans la conatus du corps social du souverain qui a le pouvoir justement de mettre les gens d'accord. Ça peut être de manière violente, injuste, et cetera. 2 plaignants pourraient venir et ils pourraient les tuer les 2, dire: «Voilà, ce problème n'est pas très intéressant, la prochaine fois, si vous me présentez un truc, ça va être pareil», et donc il y a la justice. Les gens se disent: «Tiens, on ne peut pas agir comme ça, il faut qu'on se calme», et cetera. Il installe ainsi la paix, et c'est le début du corps social, du contrat social. Le contrat social, c'est de déléguer la force, le conatus personnel à un souverain qui totalise l'ensemble des conatis des éléments constitutifs de ce corps social, ce qui se constitue, ce faisant, en corps social. Voilà, ça c'est une des voies possibles. Une deuxième voie, ça sera celle de Rousseau qui dit, cette fois-ci, l'homme est bon. L'homme est bon dans l'état de nature, c'est-à-dire avant la société, avant la propriété, avant le corps social, avant les lois, l'homme était bon. Il vivait tranquillement dans la nature. La nature lui donnait tout ce qu'il voulait. S'il avait besoin de procréer, il n'y avait personne tout de suite à proximité. Cela se faisait naturellement. Il n'avait pas besoin de biens. L'ensemble appartenait à tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Et il vivait dans une sorte de bonheur sans société. Il n'est qu'à un moment donné où l'homme commençait à encercler sa propriété. C'est là qu'a commencé la guerre de tous contre tous par la convoitise. On convoite ce que l'autrui a, etc. Et c'est un peu la pensée de Proudhon, hein, c'est-à-dire la propriété, c'est le vol, et c'est par la propriété, vol initial, que se constitue progressivement la société. Et la société se construit sur des lois uniques. La société invente des lois pour justifier le vol du pouvoir. Et en fait, dans cette société, l'homme apparaît comme un animal dépravé. Un animal dépravé, c'est la formule de Rousseau, c'est-à-dire comme un animal malheureux, parce que justement, il n'a plus de pouvoir. C'est les deux conceptions, et donc Rousseau dit il faut reconstruire par le contrat social un corps politique qui puisse répondre à cette injustice profonde et installer entre les individus une sorte de justice. Mais en réalité, il propose une autre forme de dictature, c'est-à-dire c'est le consensus global de tous pour tous. Et il a cette formule qui dit on l'obligera à être libre, tu vois. Obligé à être libre, c'est c'est un peu une formule difficile. Mais nous sommes donc dans cette méditation sur l'état de nature, c'est-à-dire que sommes-nous dans un état avant même les constructions sociales et politiques? Que sommes-nous? Qu'avons-nous le droit de faire? Nous avons deux réponses dans notre histoire. Et ces deux réponses conditionnent tout ce que le 19e siècle a construit, le 20e siècle, c'est-à-dire le communisme, les dictatures de droite, de gauche, et toute notre pensée sociale et politique est construite sur ces deux choses. Mais, mais nous avons une nouvelle méditation qui nous fait sortir et entrer à la fois dans ces deux choses, à la fois. Nous avons une nouvelle méditation sur l'état de nature qui n'est pas encore exprimée clairement, mais qui est tacitement transmise. Je vous en parlerai une autre fois. Je vous remercie de votre bienveillance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre service. Merci beaucoup, mes amis. Au revoir.